Bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK. Aujourd'hui, nous accueillons Ulrich Rodrigo, responsable du service urbanisme de la commune de Bègles et juriste spécialisé en droit de l'urbanisme. Ulrich, bonjour. Bonjour. Avant de vous laisser la parole, quelques petites précisions pour nos auditeurs sur le déroulement de cette session. Alors, au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions qui se trouve dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Et Ulrich Rodrigo fera son possible pour y répondre à l'issue de sa présentation. Restez donc bien connectés une fois la première partie terminée. Si d'aventure d'autres questions vous venaient à l'esprit une fois la conférence terminée, vous avez à votre disposition le forum de VK à l'adresse www.vk.fr/forum/ où vous pourrez bien sûr les poser. Et au cours de cette conférence, petite précision, vous serez également invité à participer puisque la présentation d'Ulrich Rodrigo sera ponctuée de 2 petits sondages. Enfin, nous vous informons que cette conférence va donner lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé à tous par mail. Ulrich, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Loredana. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence sur le sujet de la loi Allure. J'avais eu l'occasion, il y a de ça 1 an et demi à l'époque du projet de loi, de détailler les différents éléments qui étaient contenus dans le projet de loi. Vous avez peut-être pu assister à une conférence très intéressante qu'avaient tenue Valérie Bleuron et Karine Delahaye au mois de juin 2014 et elles s'étaient attachées à détailler finalement la loi qui avait été votée. Je vous propose aujourd'hui de faire un point, 1 an après, sur les impacts, les évolutions de la loi Allure, donc la loi Allure, pour ceux à qui ça aurait pu échapper, même si j'y crois pas beaucoup, la loi, l'acronyme Accès au logement à l'urbanisme rénové. Je vous propose ce matin de vous faire une intervention en 2 parties. Dans un premier temps, aborder ensemble la planification territoriale, les enjeux de la loi sur cette thématique, avec un rappel des principales mesures. C'est vrai que ces points avaient été débattus et avaient été discutés lors de la précédente conférence, donc je ne m'attarderai pas trop sur cette question. Puis nous détaillerons dans un second temps l'urbanisme opérationnel avec le nouveau cadre et les nouveaux outils qui ont été introduits par la loi Allure. La loi Allure, pour se remémorer ses objectifs, il faut avoir en tête que c'est 177 articles, dont une grande majorité d'application immédiate. Les objectifs étaient extrêmement divers, avec des objectifs particulièrement ambitieux. Je vous les détaille pour mémoire. En premier lieu, favoriser l'accès de tous à un logement digne et abordable, lutter contre l'habitat indigne, les copropriétés dégradées, améliorer la lisibilité, l'efficacité des politiques publiques du logement. En effet, une grande partie de la loi traite de cette problématique du logement, de la résorption des logements insalubres ou, comme vous le voyez, des copropriétés dégradées. Un autre volet de la loi qui nous intéresse lui également directement porte sur la modernisation de l'urbanisme dans une perspective de transition écologique des territoires. Nous nous situons dans la continuité des lois Grenelle qui avaient déjà fait largement évoluer le contenu et les objectifs des documents d'urbanisme. Une grande partie de l'application de la loi Grenelle devait intervenir notamment à l'échéance 2016. Elle a été repoussée en partie en 2017. La loi Allure, je vous disais, 177 articles. Depuis 1 an, environ 80 décrets ont été publiés, très principalement sur la problématique de l'habitat et du logement. Cependant, vous avez pu le constater cette année que différents décrets portaient sur la question de l'urbanisme et en particulier sur celle de l'urbanisme opérationnel. Je vous propose donc dans un premier temps de refaire un point sur les documents de planification. Nous aborderons ici la question des SCOT, des PLUi intercommunaux, mais également le devenir des plans d'occupation des sols et des cartes communales. Pour démarrer, la question des SCOT. Alors du SCOT au SCOT, effectivement, les schémas de cohérence territoriaux préexistaient à la loi Allure, ils ont été maintenus, toutefois celle-ci a apporté d'importantes modifications puisque le SCOT, comme vous le voyez à votre écran, devient le document intégrateur de tous les plans ou schémas d'ordre supérieur. On parle ici de SCOT écran, c'est-à-dire que de nouveaux rapports de compatibilité ont été introduits et certains documents doivent être pris en compte désormais à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du SCOT. Je me permets ici de vous rappeler les distinctions à avoir en tête sur la notion de compatibilité ou de prise en compte. La compatibilité, c'est ce qu'on va considérer comme la non-contrariété avec les options fondamentales
du document de normes supérieures. C'est-à-dire que le document, le SCOT en l'occurrence, ne doit pas empêcher l'application de la règle supérieure. On ne parle pas ici de conformité ou de conformité rigoureuse, la conformité étant l'interdiction de toute différenciation entre les normes inférieures et supérieures. Pour vous donner un exemple concret, une autorisation d'urbanisme, au regard du PLU, on est dans une logique de conformité, dans un rapport de conformité. La prise en compte, quant à elle, c'est l'obligation de ne pas ignorer le document supérieur. Le SCOT, donc, a un nouveau rapport de compatibilité à assurer avec certains documents, en premier lieu les plans d'exposition au bruit, les PEB, notamment des aéroports, les plans de gestion des risques inondations ou les directives de protection des paysages. En ce qui concerne la prise en compte, les SCOT, alors en l'absence de SCOT, les PLU ou les cartes communales doivent prendre en compte les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine ou les schémas régionaux des carrières qui ont été créés par l'article 129, si ma mémoire est bonne, de la loi Allure. Le SCOT écran devient donc un document pivot. De nouveaux outils ont été mis à disposition du SCOT pour, vous le voyez ici, mieux intégrer l'aménagement commercial, la suppression du document d'aménagement commercial qui a été décidé par la loi Allure, avec, lié à la suppression de ce DAC, un report au sein du document d'objectifs et d'orientation et au sein du rapport de présentation. La protection, la mise en valeur des paysages, on est là encore dans la continuité de la loi Grenelle, et une des précisions qui sont là aussi en renfort dans le PADD en matière d'objectifs, en matière de déplacement. Il faut avoir en tête qu'une des principales évolutions des SCOT liées à la loi Allure, c'est l'introduction d'une nouvelle obligation, à savoir que 2 EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, sont nécessaires pour l'élaboration d'un SCOT. C'est-à-dire que le périmètre d'un SCOT est assis sur au moins 2 EPCI, avec une possibilité d'un syndicat mixte ouvert toutefois, mais nous n'avons plus dans la logique de SCOT, enfin nous n'aurons plus dans la logique de SCOT dont l'assiette est uniquement le périmètre d'un seul EPCI. On va parler ici de bassin de vie sur les périmètres de 2 EPCI au moins. Ensuite, je vous le disais, le SCOT, son objectif est de devenir un document intégrateur. On parle de SCOT écran. Et son corollaire, est un objectif de la part du législateur d'avoir une couverture globale du territoire national des SCOT. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, seul 20% du territoire est couvert par un SCOT. Dans une stratégie manifeste de développement des documents de planification, dans une logique de stratégie territoriale, le législateur enjoint les collectivités à se doter d'un SCOT. À défaut, et ça c'est le bâton, pas de possibilité de modifier ou de réviser un document d'urbanisme pour ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation. C'est-à-dire qu'en l'absence de SCOT, les possibilités d'ouvrir sont désormais fermées. Vous l'aviez précédemment, mais la règle qui du coup interdit l'ouverture de zones nouvelles à l'urbanisation et notamment aux zones agricoles a été conservée, a été renforcée. Les zones urbanisées qui avaient été délimitées avant 2002, avant juillet 2002, les zones naturelles, même les zones agricoles ne pourront plus être rendues constructibles, quelle que soit la procédure retenue. Un objectif donc de développement et de couverture du territoire national de SCOT. Le dispositif applicable jusqu'à 15 km autour des unités urbaines. J'y reviendrai puisque précédemment on parlait d'aire urbaine, de plus de 15 000 habitants. Alors vous avez suivi au fil des années ce différent seuil qui était de 50 000, qui est revenu à 15 000 habitants, jusqu'au 31 décembre 2007. Et après, ce dispositif est étendu à l'intégralité du territoire national. Alors je vous le disais, la distinction qui était introduite dans le texte, c'était plutôt une logique de clarification. Avant, on parlait d'aire urbaine, qui était la définition INSEE, c'est un ensemble de communes, et ce qui est important, d'un seul tenant et sans enclave, avec un pôle urbain de plus de 10 000 emplois. C'est la définition INSEE. L'unité urbaine, c'est une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d'au moins 2 000 habitants. Donc aucune habitation n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. Le législateur a aussi souhaité éclaircir cette position afin de limiter le recours aux dérogations qui étaient
relativement importante et on va le voir avec une inversion du principe. Dans cette logique de limiter l'absence de SCOT sur le territoire, principe d'urbanisation limitée, extension à toutes les procédures de PLU, que ce soit élaboration, révision, aux cartes communales et bien sûr au projet RNU hors partie urbanisée, l'ensemble de ces dispositions étant immédiates. Alors, pour les documents qui sont en vigueur, notamment je pense ici au PLU, la mise en compatibilité doit se faire dans le délai d'1 an, sauf si la procédure réglementaire requise est une révision, auquel cas la collectivité dispose d'un délai de 3 ans pour assurer cette compatibilité au SCOT. Je vous le disais, une modification également du dispositif de dérogation avec un avis de la CDCEA. Désormais compétence du préfet pour la dérogation et surtout, vous l'aviez peut-être appréhendé avant c'était la dérogation qui ne pouvait pas être refusée. Ou elle ne pouvait être refusée que si le projet portait atteinte ou comportait des nuisances graves. Désormais, il y a un glissement sémantique, la dérogation ne peut être acceptée que si le projet ne porte pas atteinte. Donc très manifestement, une volonté de limiter ces principes de dérogation et un objectif de couverture du territoire à un horizon extrêmement proche. Il faut noter que désormais, l'évaluation du SCOT doit se faire tous les 6 ans. À défaut, le SCOT sera caduc. Voici les éléments de synthèse, sachant qu'effectivement ce sont des dispositions que vous aviez pu aborder précédemment. S'agissant maintenant des plans locaux d'urbanisme et donc des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. La plus emblématique, qui ne vous a certainement pas échappé, le transfert de compétences PLU aux établissements publics de coopération intercommunale 3 ans après la publication de la loi. Ça, c'est la règle. Sauf, et vous l'avez certainement vu, si 25% des communes, qui représentent 20% de la population, s'y opposent. Toutefois, ça n'empêche pas une démarche volontaire qui serait antérieure à l'entrée en vigueur de cette disposition, à savoir que une commune peut délibérer entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars 2017 pour opérer ce transfert. À défaut d'opposition des communes, ce transfert sera automatique. Pour faciliter l'élaboration des PLU communautaires, la loi a fait évoluer certaines obligations. Je pense ici notamment à désormais la fusion qui est facultative des PLU, des programmes locaux d'habitat, PLH, et des plans de déplacement urbain, des PDU. Donc cette fusion est devenue facultative. Une autre possibilité, des évolutions dans le processus de collaboration. Évidemment, face aux craintes qui avaient été manifestées par des élus communaux de se voir dessaisis de la construction du document d'urbanisme et de ne pouvoir intervenir efficacement sur leur territoire en propre, des évolutions ont été portées, à savoir qu'une obligation désormais pour l'EPCI, qui est maître d'ouvrage du PLU intercommunal, d'organiser en amont, au lancement de l'opération, une conférence intercommunale. Et également, d'un point de vue formel, l'EPCI est tenu de délibérer sur les modalités de collaboration entre l'EPCI et les différentes communes membres. Continuons sur le PLU, le PLUI, de nouveaux outils, de nouvelles règles. Alors, des mesures d'application immédiate dont effectivement la plupart n'ont pas échappé aux praticiens de la discipline. Je pense ici à la suppression du coefficient d'occupation des sols. Alors, la suppression du COS a effectivement fait écrire beaucoup de praticiens. La logique est désormais de privilégier des règles de gabarit, des règles de morphologie urbaine, au détriment d'une analyse arithmétique des droits à construire. Vous le savez, pour les communes ou les EPCI qui ne pratiquaient plus ce COS, ce sont les règles d'emprise, les règles de hauteur, les règles d'implantation qui privilégient et qui permettent la construction quotidienne de l'urbanisme. Seconde mesure d'application immédiate, là aussi assez importante, la suppression d'imposer une taille minimale des terrains. On est dans une logique de densification, on est dans une logique de lutter contre l'étalement urbain. Un certain nombre de collectivités, notamment des petites communes, avaient dans leur PLU, ont dans leur PLU cette obligation
de taille minimale des terrains, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas bâtir un terrain si celui-ci fait pas moins de 1000, 1500, 2000, 2500 et au-delà parfois de mètres carrés. C'est désormais impossible et les documents sont en train de se mettre en vigueur par rapport à cette obligation. Enfin, une tendance aussi qui avait émergé lors de la construction des PLU quasiment depuis la loi SRU, c'est les possibilités de construire en zone N naturelle et en zone A agricole, en dehors des STECAL, vous savez, ces secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée. Alors ces STECAL, ce qu'on appelle aussi du pastillage, c'est la possibilité d'ouvrir des droits à construire dans des dans des micro-parcelles, dans des micro-fonciers, au sein de ces zones naturelles ou agricoles. La loi ALUR renforce l'idée qu'on ne peut pas construire en zone N et en zone A. Alors vous le voyez à l'écran puisque ça s'affiche. La loi de 13 octobre 2014, la loi Forêt, a assoupli le principe sur les possibilités de changer de destination, des extensions dans ces secteurs, mais le principe c'est que en zone naturelle et agricole, on peut avoir des stécales, mais que les stécales ont déjà un caractère exceptionnel, doivent avoir un caractère déjà exceptionnel. Donc on est toujours dans une logique de privilégier la densification, l'urbanisation au sein des espaces bâtis et de préserver les espaces naturels et agricoles existants. S'agissant du PLU, dans son appréhension formelle, un relatif bouleversement puisque celui-ci est désormais restructuré en 3 thèmes. Alors, dans la logique, là encore du législateur, pour plus de lisibilité, c'est-à-dire que la formulation que vous connaissez tous de ce PLU en une dizaine d'articles, puisqu'on sait tous calé sur le code, évolue avec désormais 3 chapitres. Le premier, usage du sol, destination des constructions. Le second, caractéristiques architecturales, urbaines, écologiques. Et un dernier chapitre, équipement des terrains. Donc l'organisation des PLU à venir sera systématiquement structurée sur cette base, sur ces 3 thématiques. Pour poursuivre dans les outils et les règles introduits par la loi ALUR, l'identification des potentiels de densification des zones déjà urbanisées. C'est un objectif chiffré, c'est un objectif qui sera particulièrement étudié sur la cohérence entre le PADD et le rapport de présentation et les ambitions et les possibilités du règlement. Dans cette logique de quantification, une analyse de la consommation d'espace qui doit porter sur les 10 dernières années, ou à défaut depuis la dernière révision. Le PADD, lui aussi, fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace. Là encore, on est dans une continuité des lois Grenelle. Un contrôle de l'ouverture à l'urbanisation des zones AU qui ont plus de 9 ans. Une tendance que d'aucuns qualifieraient de fâcheuse était effectivement dans certains PLU anciens, voire quelques POS, d'avoir ces zones AU qui ne faisaient l'objet d'aucune urbanisation et qui étaient maintenues au fil du temps, même si à l'occasion de quelques décisions, le juge a sanctionné la réalité de ces zones à urbaniser. Donc désormais, vous le voyez, ce contrôle, à défaut d'acquisition significative, s'il n'y a pas eu d'ouverture à l'urbanisation, on sera dans une logique de révision. Alors certes avec une procédure allégée, mais dans une logique de révision, ou sinon une simple délibération motivée à l'occasion de l'urbanisation de la zone. Je vous le disais précédemment, un encadrement des dérogations au principe de constructibilité limitée afin de limiter ces dérogations, c'est moi la redondance, et l'extension du champ d'intervention de la CDCEA, là encore, logique de préservation des espaces. Le corollaire, l'encadrement des stécales, application immédiate, le changement de destination, l'extension limitée des bâtiments remarquables, même si, je vais vous l'expliquer, la loi d'octobre 2014 a légèrement assoupli, mais on est vraiment préservation du patrimoine et préservation des destinations de ces espaces. Voici en ce qui concerne les PLU, les PLUI. Il reste toutefois quelques POS sur le territoire national et il reste aussi de nombreuses cartes communales. Je vous propose rapidement d'évaluer les différentes mesures en ce qui concerne la transformation des POS. Ceux-ci vont disparaître à la fin de l'année. En l'absence de transformation en PLU au 31 décembre de cette année, le POS devient caduc. Initialement, la loi ALUR envisageait un retour au RNU.
La LAF, la loi Forêt, ajoute une exception avec, en cas d'annulation, un retour au poste antérieur. Si la procédure post-PLU est engagée, vous bénéficiez d'un délai de 3 ans après la publication de la loi, ce qui vous amène mars 2014, mars 2017. Concernant la carte communale, des mesures pour la moderniser. Un point qui est relativement formel, c'est-à-dire qu'une prescription de carte communale se fait par délibération, c'est plutôt un vide dans la rédaction antérieure du code de l'urbanisme, c'est-à-dire que la carte communale, on ne savait pas comment l'engager, c'est strictement défini, c'est par délibération. Une annexion des servitudes d'utilité publique, c'est du bon sens, c'est relativement utile, c'est désormais obligatoire, et le cas échéant, fonction de décret, une évaluation environnementale de la carte communale. Un autre élément extrêmement important qui, j'imagine, ne vous a pas échappé, un principe de transfert de l'instruction des autorisations d'urbanisme à compter du 1er janvier 2017. Les directions, les DDTM se dessaisissent de la question de l'instruction, sauf pour certaines communes ou EPCI les plus modestes. À défaut, 1er janvier 2017, transfert de l'instruction. Dernier point concernant les documents locaux d'urbanisme, la modernisation, la numérisation des documents d'urbanisme avec la création d'un point d'entrée unique, alors vous allez le voir avec un objectif calendaire assez ambitieux, pour la consultation en ligne des documents d'urbanisme, des servitudes d'utilité publique, avec des standards nationaux de numérisation à partir de juillet pour les gestionnaires de servitudes. Début d'année prochaine jusqu'en 2020, les nouveaux documents d'urbanisme seront sur le portail à un format standard, avec la mise à disposition des anciens sans format imposé sur le site, et à partir de janvier 2020, une publication obligatoire sur le portail national de l'urbanisme, avec le format que vous voyez à l'écran. Voilà ce premier chapitre terminé concernant les documents locaux d'urbanisme. Je vous propose un sondage. Loredana, je vous redonne la parole. Tout à fait, merci beaucoup Ulrich pour cette première partie. On vous propose en effet un premier petit sondage que je vais lancer maintenant et auquel vous pouvez répondre depuis votre ordinateur. Et la question qui vous est posée est, votre territoire est-il ou sera-t-il prochainement couvert par un PLUI? Donc 3 propositions de réponse, oui, non, ou bien la procédure est en cours en ce qui vous concerne. Donc on vous laisse quelques instants pour répondre. Et je profite éventuellement de ces quelques instants pour vous poser une première question, Ulrich, enfin une question qui m'a déjà été posée. Quelle est la date exacte de transfert automatique des PLU aux intercommunalités? Alors, ah oui, pardon, excusez-moi, alors je reviens. Je ne sais pas si je peux revenir sur la diapositive. Vous souhaitez que le sondage reste à l'écran? Alors de toute façon, le sondage va rester à l'écran tant que je ne vais pas le fermer, mais si vous voulez, je vous propose qu'on peut fermer le sondage et y revenir dans un instant. D'accord. Alors, pour le sondage, Je réponds à la question à l'issue du sondage, oui. vous êtes près de 60% à avoir voté. Je vous laisse encore quelques instants pour les derniers. Les 3/4 d'entre vous ont voté. Je pense qu'on va pouvoir fermer le sondage si ça n'évolue pas davantage. Hop. Alors, pour les résultats, Ulrich, on est à 35% de oui, 48% de non, donc près d'un sondé sur 2. Et pour 17%, la procédure est en cours. Est-ce que c'est des chiffres qui vous... C'est pas surprenant, c'est-à-dire qu'effectivement, et ça va avec le corollaire de la question auquel je réponds, la date exacte, c'est le 26 mars 2017. C'est pour ça que je vous disais, la démarche volontaire, elle peut avoir lieu entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars 2017. À cette date, au 26 mars 2017, c'est-à-dire 3 ans après l'entrée en vigueur, la loi a été votée le 24 mars et elle a été publiée le 26 mars 2014, 3 ans après, 26 mars 2017. Donc c'est aujourd'hui qui est une majorité non ne me surprend pas. Il y a une instabilité juridique relativement importante, on va dire en plus depuis les lois Grenelle, avec une obligation pour les collectivités en termes de densité d'information à intégrer dans le PLU qui était
qui était très très fort, très élevé. Donc que les communes ne se soient pas encore engagées dans cette démarche ne me surprend pas. Il faut savoir que l'élaboration d'un PLUI a un coût important. Aujourd'hui, toutes les structures intercommunales ne sont pas dotées forcément des services compétents, ou n'ont pas pris la compétence urbanisme. Bon, il faut pas se leurrer aussi. L'urbanisme, la matière urbaniste, un sujet dont les élus ont des difficultés à se dessaisir. C'est la stratégie de leur territoire. J'ai un strict point de vue sémantique, hein, le terme de politique, c'est l'organisation de la cité. C'est une des principales, pas compétences, mais matières, disciplines que souhaitent garder les élus. Donc qu'ils ne s'engagent pas volontairement dans cette démarche ne m'étonne pas, d'où cette obligation d'avoir un PLUI au 26 mars, mais avec un dispositif, vous l'aviez vu lors des navettes parlementaires entre le Sénat et l'Assemblée nationale, l'introduction d'une possibilité de blocage avec un prorata de communes représentant une partie de population qui pouvait bloquer ce transfert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent bien que tous les élus ne sont pas encore favorables, alors je ne sais pas s'il faut parler de prêt, mais ils sont encore favorables à transférer l'élaboration d'un PLU à un établissement public, un EPCI. Donc non, ça ne me surprend pas complètement. Je pense que si on refait ce sondage dans quelques années, il évoluera. Les enjeux territoriaux font aussi que progressivement les postes étaient quand même largement insuffisants. Les communes qui sont en carte communale, elles sont aussi en termes d'enjeux stratégiques, enjeux territoriaux. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut pouvoir les identifier et puis il faut pouvoir organiser le développement de son territoire, structurer le développement de son territoire. Donc toutes les communes ne seront pas couvertes par des PLUI. Je vous rappelle, la France, enfin le territoire national, c'est 36 000, un peu plus de 36 600 communes. Et dont une très grande majorité, un peu plus de 30 000 communes, ont moins de 3 500 habitants. Donc on n'aura pas des PLUI comme ça à foison dans les années à venir. Ça va se structurer. Je pense que si on a une cartographie des PLUI dans les 3 ans à venir, on verra que c'est très principalement autour des unités urbaines. Et après, il y a des différenciations. Historiquement, il y a des différenciations assez importantes selon les territoires en France, selon qu'on est dans le nord, dans le sud. La planification, la mutualisation n'est pas équilibrée sur le territoire. Donc ça ne me surprend pas complètement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Ulrich pour ces précisions. Merci aux auditeurs d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à ce premier sondage. Et puis on va passer au deuxième volet de votre présentation. Je vous laisse de nouveau la parole. Merci. L'urbanisme opérationnel, en premier lieu, je vous propose de faire un point sur les autorisations d'occupation des sols. Alors, pour les autorisations d'occupation des sols, vous aviez eu, c'est pour ça que je vous mets pour mémoire, un certain nombre de textes qui étaient parus depuis 2013 d'ordonnances. Sur le domaine, on a eu effectivement une discipline extrêmement sujette aux évolutions juridiques depuis maintenant 3 ans. Enfin, oui, même 2011, 2012, 2013, oui. La première, l'une de celles-ci, puisqu'il y a 7 ordonnances principalement qui sont venues entre Grenelle et Allure, faciliter la construction de logements. Je vous rappelle pour mémoire, alors c'est un objectif présidentiel, mais dans la logique de lutter contre l'étalement urbain, dans la logique de densification, il y a un affichage gouvernemental de construction de plusieurs centaines de milliers de logements par an, et avait été mis en cause le fait que de nombreux permis de construire faisaient l'objet de contentieux, alors soit administratifs, soit juridictionnels, mais faisaient l'objet de contentieux, ce qui bloquait les opérations. Donc une ordonnance du 18 juillet 2013 qui visait notamment à encadrer dans le temps et l'espace la possibilité de recours. C'était une formalisation de l'intérêt à agir qui progressivement avait été définie par le juge. Également la possibilité pour le pétitionnaire de percevoir des dommages-intérêts, c'est-à-dire que l'action ne se passe pas qu'entre le requérant et la collectivité qui a délivré le permis de construire. Le pétitionnaire peut intégrer la procédure. Et enfin, l'encadrement des transactions avec le développement, c'est même pas une émergence, c'est le développement de négociations entre un requérant et le pétitionnaire en vue d'avoir un dédommagement financier. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans en arrière, on se faisait reconstruire sa clôture ou une partie de sa toiture. Désormais, on y est tous confrontés, c'est une demande d'indemnisation transactionnelle. Et bien ces transactions désormais seront soumises à fiscalisation. Voici pour la première sur le contentieux de l'urbanisme.
Une seconde ordonnance parmi les 7, celle relative au développement de la construction de logements. Alors, son objectif dans la même ligne était de favoriser la densification, avec principalement deux mesures, la possibilité de déroger aux règles de stationnement et également la possibilité de surélever un bâtiment si les bâtiments contigus sont plus hauts, donc de déroger aux règles du document local d'urbanisme. Voici pour les deux ordonnances, mais pour vous dire aussi qu'on est dans un mouvement global d'assouplissement de la matière, de la discipline, en vue de la production, soyons explicites, en vue de la production de logements. La production est freinée, je ne sais pas, mais en tout cas pour faciliter manifestement la production de logements. Un décret qui lui est beaucoup plus récent et qui est pour le coup un décret d'application de la loi Allure, celui du 29 décembre 2014, qui prolonge le délai de validité des AOS. Avec la possibilité, donc, enfin pas avec la possibilité, pardon, avec une prolongation de ce délai d'1 an, donc le principe 2 ans, 3 ans, pour le délai d'instruction, le délai de validité des AOS. C'est une mesure qui est assez récurrente, hein, puisque on l'a déjà eu, ça fait une dizaine d'années qu'elle revient. Un décret Allure désormais, le décret du 27 avril 2015. Alors c'est un décret un peu fourre-tout puisqu'il contient diverses mesures sur la loi avec des actualisations, des corrections en matière d'application du droit des sols. Je vous propose de vous les détailler puisque, je vous dis, c'est assez fourre-tout. Concernant les résidences mobiles, le texte, donc vous trouverez l'article R111 46.1, une définition précise des résidences démontables ou mobiles qui constituent l'habitat permanent des utilisateurs a été introduite par le texte. Et vous avez le décret qui liste les formalités nécessaires à leur installation. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être suivi les jurisprudences Yourt ou autres sur qu'est-ce qu'une résidence démontable. Alors, je vous en donne la définition rapidement. C'est une installation sans fondation qui dispose d'équipements intérieurs ou extérieurs pouvant être autonome vis-à-vis des réseaux publics et habiter au moins 8 mois par an et facilement et rapidement démontable. Donc voici ce qu'est une résidence démontable. Une définition et les formalités nécessaires. Le PUP, le projet urbain partenarial, on en reparlera tout à l'heure. Sachez que le décret du 27 avril liste les pièces exigibles à l'occasion du dépôt d'un permis de construire. Donc, de façon très claire, c'est la production de la convention lors du dépôt du permis de construire pour les projets qui sont concernés ou qui sont inclus dans le périmètre PUP. On en reparlera tout à l'heure, mais la possibilité pour la commune ou le PCI compétent en matière de PLU de définir des périmètres de PUP. Dernier point de cette diapositive, préfet logements sociaux, favoriser la production de logements sociaux, c'est-à-dire que le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme dans les communes carencées, dans les communes qui sont en déficit de logement. Alors il ne peut pas le faire n'importe où, bien entendu, ils sont dans les secteurs en carence qui ont été délimités par arrêté au préalable, mais désormais cette possibilité pour le représentant de l'État de délivrer les autorisations d'urbanisme. Continuons sur le décret du 27 avril. Le retour des plans intérieurs, vous les avez vus, enfin pour les plus anciens d'entre nous, les plans intérieurs étaient avant dans les permis de construire, en 2007 ils sont disparus. Donc le décret prévoit la fourniture des plans intérieurs sur demande du maire, c'est pas une obligation, mais sur demande du maire. Par contre, les limite uniquement aux immeubles collectifs, à l'habitat collectif. Mais c'est un premier pas pour pouvoir appréhender un projet sans avoir les plans intérieurs, c'est relativement délicat. En matière de droit des sols, toujours, toilettage sur les installations de stockage de déchets inertes, dispensé d'autorisation d'urbanisme. Et dans le même esprit, le décret dispense d'autorisation d'urbanisme les projets qui relèvent du Code de l'environnement en matière de publicité, c'est-à-dire que vous aviez ou confusion ou juxtaposition d'autorisation à l'occasion de travaux de publicité. Quand on appose une publicité, on modifie l'aspect extérieur d'une construction, c'est du Code de l'urbanisme, mais pour autant, ça n'exonérait pas d'une demande d'autorisation Code de l'environnement. Donc désormais, c'est exonéré au titre de l'urbanisme et c'est une autorisation, demande d'enseigne, Code de l'environnement. Enfin, la dernière, je l'ai gardée pour la fin, parce qu'elle est relativement surprenante, l'interdiction des pratiques dilatoires. C'est-à-dire que le décret, le texte,
précise que, comme certains services instructeurs demandent des pièces qui ne figurent pas dans la liste définie par le Code de l'urbanisme, il ne faut plus le faire. Le décret interdit expressément toute pratique en ce sens. C'est donc un décret qui précise que les services instructeurs ne doivent pas avoir de comportements illégaux. C'est relativement surprenant, donc je vous en laisse juge. L'ensemble de ces dispositions entre en vigueur au 1er juillet 2015, donc demain, on est encore dans des mesures d'application quasi immédiates. Voici en ce qui concerne les autorisations d'urbanisme. S'agissant de l'action foncière, le droit de préemption urbain a fait l'objet d'un gros toilettage, puisque celui-ci a été clarifié, c'est-à-dire que désormais l'autorité compétente peut demander des pièces complémentaires à l'occasion du dépôt d'une DIA, déclaration d'intention d'aliéner, dans un délai de 2 mois. L'autorité dispose d'un droit de visite et que l'incomplétude ou l'absence de réponse sur la demande de droit de visite sont suspensives du délai d'instruction de la DIA, donc des délais de 2 mois, ce qui doit permettre d'avoir une meilleure lisibilité sur le bien et sur les conditions de l'acquisition de ce bien. Dans la même logique, un enregistrement du contenu des DIA avec la précision sur l'état des sols, notamment en cas de pollution. C'est facultatif, mais dans les copropriétés dégradées, un rapport relatif à la salubrité. Et dans le cas d'une cession d'un apport en nature au sein d'une SCI, l'état de la situation sociale, financière, patrimoniale de la société. Donc des DIA qui doivent permettre là aussi de mieux éclairer l'autorité à l'occasion d'une cession. On l'a vu pour les autorisations d'urbanisme, eh bien, en s'agissant du DPU, du droit de préemption urbain, extension de ce DPU au bénéfice du préfet, là encore, dans les communes carencées. Je vous rappelle que l'objectif désormais est de 25% de logements conventionnés au sein d'une commune. Enfin, la possibilité de créer des ZAD, des zones d'aménagement différé, intercommunales. En matière foncière également, tout comme le législateur souhaite que le territoire soit couvert par des SCOT, soit couvert par des PLUI, il envisage aussi que le territoire soit couvert par des EPF, des établissements publics fonciers. Donc la loi promeut la couverture totale du territoire par des établissements publics fonciers locaux d'État. On n'y est absolument pas, il n'y a pas de mesure coercitive, je vous rassure. Et pour ce faire, elle simplifie, la loi simplifie les règles d'adhésion des collectivités, c'est-à-dire qu'il y a un assouplissement des conditions de création. Il y a aussi une extension des compétences des EPFL. Il faut savoir que désormais, les EPCI n'auront besoin d'avoir que la compétence PLH uniquement, c'est-à-dire programme local de l'habitat. Donc une démarche qui est destinée à encourager la création, là encore dans une logique de stratégie foncière et de stratégie de territoire. Je vous propose maintenant d'approfondir la question du lotissement, qui, là encore, a été largement traité par la loi Allure et très principalement sur les documents de fonctionnement du lotissement. Alors, pour mémoire, le lotissement, excusez-moi, vous savez que c'est une division en propriété, en jouissance d'une unité foncière, de plusieurs unités foncières contiguës aussi, qui ont pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Ce qui veut dire il n'y a plus de référence à une opération d'aménagement, il n'y a plus de référence à une propriété foncière, à un nombre de lots et à ce fameux délai de 10 ans, puisque c'était la division de moins de 10 ans, etc., etc. Donc la définition a changé, ce qui veut dire que désormais, un lotissement, vous avez ce petit croquis, je découpe un terrain, j'y construis une maison, je fais un lotissement. La différence, c'est que quand vous faites 3 maisons en alignement sur rue, vous êtes soumis à déclaration préalable. Quand vous faites 3 maisons avec un espace commun, vous êtes en permis d'aménager. Néanmoins, ces deux schémas recouvrent la même réalité juridique, ce sont des lotissements. Donc, je vous disais, le cadre juridique des documents du lotissement a été assoupli pour mobiliser du foncier. Donc, vous le voyez, document d'urbanisme, une stratégie moyen-long terme. Sur l'aspect foncier, le développement d'établissements dédiés, là encore pour porter de la stratégie foncière, et évidemment les techniciens et les législateurs n'ont pas ignoré le fait que des gisements fonciers considérables existaient dans les lotissements
et qu'il était donc possible d'aller mobiliser ce foncier. Pour autant, les règles de fonctionnement des lotissements étant extrêmement strictes et relativement difficiles à débloquer, il a fallu intervenir sur les règles, cahier des charges et le règlement du lotissement. Donc, pour vous rappeler les règles privées d'un lotissement, c'est-à-dire que les règles qui s'appliquent à l'ensemble des colotis, vous trouvez le cahier des charges sur les droits et obligations des colotis, sur les informations sur les règles de vie collective, répartition des charges, entretien espace vert, vous trouvez aussi, les services instructeurs le voient, le règlement de lotissement, c'est-à-dire les règles d'urbanisme, architectural, implantation, etc., couleurs, matériaux. Ce règlement de lotissement qui bien sûr ne peut être que plus restrictif que le document local d'urbanisme. La plupart des lotissements ayant effectivement un règlement de lotissement. La loi Allure du 27 mars prévoit plusieurs choses. Tout d'abord, la caducité des documents du lotissement, qui s'applique aux clauses de nature réglementaire des cahiers des charges qui n'auraient pas été approuvées par l'autorité administrative. C'est-à-dire que dans un cahier des charges, s'il y a des clauses qui sont de nature à limiter les droits à construire, nature des constructions, emprise, hauteur, etc., et que ce cahier des charges n'a pas été approuvé par l'autorité administrative, c'est-à-dire qu'il n'a pas été publié au bureau des hypothèques, le document est caduc. La suppression de la possibilité pour les colotis de demander le maintien des règles issues du document de lotissement. Vous savez qu'à l'échéance du délai de 10 ans, les colotis pouvaient solliciter l'administration pour le maintien de ces règles. Ce n'est plus possible, les règlements de lotissement sont voués donc à disparaître et seul le document local d'urbanisme s'appliquera. Une nouvelle règle de caducité qui, elle, est applicable aux stipulations non réglementaires des cahiers des charges de lotissement non approuvés restreignant les droits à construire avec là une mesure différée au 26 mars 2019. Il s'agit des clauses contractuelles. Et enfin, la réduction de la majorité qualifiée requise pour recueillir l'accord des colotis sur la modification des documents du lotissement ou la subdivision d'un lot. Là, c'est un élément extrêmement important, ces règles de majorité, et je vous propose juste de faire un zoom, c'est que les règles de vote dans les lotissements ont été simplifiées, là aussi, dans une logique de mobiliser le foncier. Pour rappel, les règles de majorité actuelles, quelles sont-elles? L'autorité compétente peut intervenir aujourd'hui sur des documents d'un lotissement. Pour cela, il est tenu de délibérer et de porter une enquête publique. Cette modification, elle peut également intervenir à l'initiative des colotis, donc concernant les documents, la subdivision. Les ratios, vous les voyez, c'est que les 3/4 des propriétaires qui détiennent ensemble les 2/3 au moins de la superficie du lotissement, ou inversement, les 2/3 des propriétaires détenant les 3/4 au moins de la superficie du lotissement. Les nouvelles règles assouplissent ces principes. Tout d'abord, pour l'autorité compétente, le seul accord de la majorité qualifiée suffit, plus de délibération, plus d'enquête publique. Et en ce qui concerne les colotis, des 3/4, on est passé à la moitié des propriétaires, qui détiennent toujours les 2/3 au moins de la superficie, et inversement. Donc une obligation de majorité plus faible, normalement plus facile à obtenir pour faire évoluer ces documents de lotissement. Concernant les opérations d'aménagement, plusieurs petites évolutions dans la loi Allure. En matière de PUP, donc de projet urbain partenarial, la clarification, la sécurisation de la procédure de PUP, c'est-à-dire que l'EPCI, je vous le disais tout à l'heure, peut identifier des périmètres et définir que dans ces périmètres, les opérateurs devront verser une participation. Celle-ci sera déterminée par convention. Également, les modalités de concertation préalable qui ont été définies par la loi Allure, avec la possibilité pour le pétitionnaire de solliciter de l'autorité compétente un débat au sein du conseil municipal sur le PUP, de manière à garantir la viabilité, on va dire, en tout cas politique, du projet porté par un PUP. Donc le document, les PUP sont relativement peu modifiés, si ce n'est cette introduction d'un périmètre, c'est-à-dire que les collectivités vont pouvoir désormais définir ces périmètres qu'elles vont considérer comme carencés en termes de principalement de réseaux, d'équipements, et les identifier au préalable pour faciliter l'émergence de projets dans ces secteurs.
La ZAC, la zone d'aménagement concerté, assez peu touchée par la loi Allure. Toutefois, 3 points, l'introduction de la convention de mandat, c'est-à-dire que jusqu'alors vous aviez la régie, la collectivité fait elle-même pour son compte, la concession, elle confie l'aménagement à un concessionnaire. Désormais, la possibilité de mandat, ce qui n'est pas une délégation, et c'est la possibilité de confier une ou plusieurs missions à un mandataire. Compte tenu de la complexité d'une phase, compte tenu de la technicité qui pourrait être nécessaire. Également un avis unique de l'autorité environnementale en matière de ZAC, dans cette logique de production de logements, d'accélérer les opérations d'aménagement, essayer de fusionner les différentes demandes d'avis qui pourraient être portées devant l'ADREAL au titre de la loi sur l'eau, au titre des enquêtes environnementales, etc. Donc un avis unique de l'autorité environnementale. Enfin, la possibilité d'attribuer une concession d'aménagement avant la création de la ZAC. Alors c'est relativement surprenant puisque c'est à l'opposé d'une décision du Conseil d'État de 2004 qui considérait que la création de la ZAC, l'attribution de la concession ne pouvait pas intervenir avant la création de la ZAC. Alors désormais c'est possible, c'est légalement possible, toutefois le bilan doit être arrêté. Les caractéristiques essentielles de mise en concurrence doivent avoir été fixées et une délibération sur les enjeux, les objectifs, le périmètre, le programme, le bilan prévisionnel doit être intervenu au préalable. Là encore, on est, comme pour le premier point, dans une logique pour l'autorité de pouvoir confier rapidement la concession, l'aménagement et ne pas supporter techniquement de trop lourdes études en interne. Enfin, dernier point, les associations foncières urbaines. Là encore, comme pour les lotissements, les gisements fonciers étant sur des propriétés privées pour nombre d'entre eux, le législateur développe les AFU avec un nouvel outil, ce sont les associations foncières urbaines de projets, les AFUP, pour porter des projets de remembrement foncier. C'est-à-dire que là encore, on va confier à des privés la possibilité de structurer, de viabiliser, d'aménager des morceaux de territoire. C'est un outil complémentaire des différentes AFU qui existaient aujourd'hui. Voici concernant les opérations d'aménagement. Le dernier point avant de terminer cette intervention, s'agissant de la concertation, j'avais eu l'occasion de l'aborder lors d'une précédente webconférence. La loi Allure a introduit un nouvel article, L302, qui dispose que pour certaines opérations d'aménagement, il est possible de mener une concertation en amont sur le projet sans organiser d'enquête publique. Donc, le public est associé à la jeunesse du projet et la procédure est simplifiée. Il n'y a pas d'explication de texte avec cet article L300-2, si ce n'est l'affirmation de démocratisation de la production d'opérations d'aménagement, de la production de logements. C'est-à-dire que les administrés pourront revendiquer l'application de cet article L300-2, qui est déjà une pratique au quotidien des collectivités, des services, des élus, de présenter, de discuter, de débattre des projets, des collectivités pour quasiment n'importe quel projet d'habitat collectif qui concerte avec les habitants. Donc cette disposition est manifestement assez superfétatoire, mais elle vient compléter la liste des nombreux articles du Code de l'urbanisme. Voilà, j'ai fait le tour de différents sujets qui ont été modifiés ou qui sont introduits par la loi Allure. J'espère que cette intervention vous a intéressé. Je clôturerai cette intervention par un dernier sondage que Loredana va pouvoir vous présenter. Je reste à votre disposition pour différentes questions et merci beaucoup de votre attention. J'espère qu'une fois de plus, cela vous aura intéressé. Loredana, je vous laisse la main. Tout à fait, merci beaucoup Ulrich. Donc je reprends la main pour un dernier petit sondage avant de passer à la séance de questions-réponses que vous attendez. Et donc vous le voyez apparaître sur votre écran, la question cette fois est de savoir si selon vous, la loi Allure va-t-elle permettre la construction de nouveaux logements? Donc oui ou non. On vous laisse là aussi quelques instants pour répondre et ensuite on passera aux questions-réponses. Alors, vous êtes 50% à avoir voté. Le oui semble pour l'instant
l'emporter largement. On va attendre encore un petit peu. Voilà, je pense que je vais fermer le sondage et vous partager les résultats. Donc Ulrich, vous ne les voyez pas, on est à 64% de oui pour 36% de non. Ce qui veut dire que les objectifs sont partagés. Après, la construction de nouveaux logements est soumise à permis de construire. Il faudra donc que les élus signent des permis de construire qui sont encouragés par la loi Allure. Donc l'avenir nous le dira. En tout cas, il est évident que les dispositions qui sont contenues dans la loi vont dans ce sens-là, hein. Clairement, que ce soit même, on l'a évoqué tout à l'heure, les différentes ordonnances qui avaient été produites en 2013 allaient aussi dans ce sens. On a avec la loi Allure, on a une volonté de mobiliser du foncier, on a une volonté d'associer les acteurs privés aux collectivités, que ce soit à l'occasion des AC, à l'occasion des PUP. C'est-à-dire, le carcan se dessert un petit peu et ne reste pas, et la production de logements ne reste pas sous la seule volonté municipale dans encore un grand nombre de cas. J'imagine que ça ira effectivement dans ce sens-là. Pour les questions, je suis à votre disposition. Très bien, voilà, avant de passer à la séance de questions-réponses, je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin sur ces problématiques, VK vous propose deux bases documentaires, notamment une première qui s'intitule Pratique de l'urbanisme et de l'aménagement, et je ne crois pas me tromper en disant, Ulrich, que vous êtes le coordinateur de cet ouvrage. Vous ne vous trompez pas. Voilà. Et une seconde sur le développement durable des territoires. Je vais tout de suite vous mettre le lien vers ces deux bases documentaires dans la fenêtre de chat pour que tout le monde puisse y accéder facilement, puisqu'évidemment, on ne peut pas cliquer sur un PowerPoint. Hop. Et la seconde, enfin sur un PowerPoint qui n'est pas sur votre écran personnel. Et voilà. Et on a également ce mois-ci un dossier spécial consacré à l'urbanisme et à la loi Allure. C'est pourquoi on a choisi de faire cette webconférence dans le cadre de ce dossier spécial et de ce mois au cours duquel on a zoomé sur l'urbanisme. Alors, je vais passer aux quelques questions qui m'ont été posées, Ulrich. Une première, doit-on considérer les zones NI, loisirs, ou NF, forêt, permettant des constructions type camping, installations sportives ou activités forestières, comme des stécales? Directement comme ça, je ne pense pas. Je ne pense pas puisque le principe d'une stécale, c'est quand même d'une zone très limitée. On parle même pas de hameau, on parle de quelques bâtisses au sein d'une zone naturelle ou agricole. Donc ma lecture pour moi c'est un zonage à proprement parler. C'est-à-dire que s'il y a une continuité de zonage mais qu'il y a une taille de zonage suffisamment importante, le zonage se suffit à lui-même. Et non, je vois pas. C'est-à-dire qu'on a un zonage NI au milieu d'un zonage naturel ou agricole, mais pas d'une stécale à destination loisir au milieu d'une zone agricole. D'accord. Alors j'ai une seconde question. Que se passe-t-il si aucune décision n'a été prise sur le transfert de compétences aux EPCI le 26 mars 2017 sans qu'il y ait eu de délibération d'opposition? Ah, mais transfert automatique le 27 mars. D'accord. C'est-à-dire que c'est la loi, une fois de plus, hein, la loi a été votée le 24 mars, elle a été publiée le 26. Le texte dispose que 3 ans après, le transfert intervient, sauf s'il y a opposition. 3 ans après, le lendemain, donc le 27 mars, le transfert est automatique, c'est le PCI qui est compétent. D'accord. Une troisième petite question. Quelles sont les évolutions apportées par la loi Allure concernant le projet urbain partenarial? Ce sont les points que je vous ai détaillés tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité pour l'autorité compétente d'introduire un périmètre, alors par arrêté, de définir un périmètre sur un territoire au sein duquel on va avoir, on va définir, si vous voulez, que il y aura un renforcement de réseau qui va être nécessaire, qui ne va pas porter que sur un seul terrain, mais que ce renforcement va desservir d'autres terrains que ceux qui seraient dans la convention initiale. Donc on va définir un périmètre et systématiquement, à l'intérieur de ce périmètre, les propriétaires, les aménageurs, les constructeurs, enfin tous ceux qui feront une opération, prendront en charge
ces mêmes équipements publics. Alors après, il y a une clé de répartition qui est définie en amont. En gros, la règle du jeu, elle est déterminée en amont et chacun paye une quote-part du renforcement. Je vous rappelle, pour ceux qui l'avaient voté, c'est que la participation pour Paris et Réseau, la PVR, n'existe plus et qu'aujourd'hui, les seuls financements des réseaux sur les territoires, en dehors de la taxe d'aménagement majorée, dont, enfin en tout cas dans le secteur, nous, dans le sud-ouest, très peu développé, c'est le PUP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit vous êtes en opération d'aménagement, vous êtes en ZAC, le PAE n'existe plus, soit vous êtes en ZAC, soit après c'est à la collectivité d'assumer la charge liée à l'opération. Donc le PUP intervient, enfin la convention de PUP intervient pour ne pas assumer la charge de renforcement des équipements ou des réseaux dans ces secteurs. Donc la loi Allure le confirme et puis elle vient donner un outil supplémentaire aux collectivités. Elle clarifie aussi la règle du jeu, puisque vous vous souvenez, avec la PVR, on ne pouvait imputer la dépense qu'aux seuls bénéficiaires, mais sous condition que seul le bénéficiaire n'aurait accès, en tout cas ne pourrait utiliser, profiter de ce réseau, et que si d'autres venaient se brancher dessus, dans ce cas-là, on ne pouvait pas se soumettre à PVR. Donc le PUP est un peu plus souple et doit permettre de financer les réseaux techniques urbains. Voilà, les deux principales modifications, c'est la convention initiale et des opérations successives, puis après en ce qui concerne, je disais, la concertation préalable sur la future convention. C'est pour ça que je disais, les personnes qui vont signer une convention, avant la conclusion de la convention, peuvent solliciter l'organisation d'un débat pour s'assurer que l'opération est bien accueillie et qu'il n'y a pas d'ambiguïté avant que lui-même n'engage des frais. Merci beaucoup Ulrich. J'ai encore trois autres petites questions avant de terminer. N'hésitez pas si vous en avez encore, il vous reste quelques minutes pour les poser. Je passe donc à la suivante. Quel délai pour les PLUI en cas d'expression de la minorité de blocage? Vous voulez les délais pour... alors, il faudrait juste être un tout petit peu plus clair, c'est savoir si c'est le délai pour manifester cette volonté de blocage. Alors, je propose, si c'est possible à la personne qui a posé cette question, de préciser dans la fenêtre question un petit peu sa question et on y reviendra dans quelques instants. En attendant une seconde question, pouvez-vous repréciser la date du transfert de l'instruction des AOS par les DDTM aux communes et les cas où les services de l'État poursuivront l'instruction? Y a-t-il une période transitoire? Alors attendez, parce que c'est le premier, je sais que c'est vrai que je vous cache pas que les cartes communales, c'est pas ce que je fais le plus, mais c'est le 1er janvier 2017. Alors attendez, je vais juste vous demander un instant, ne quittez pas. Allez-y. Je vais pouvoir vous répondre, j'ai juste que la feuille correspondante n'était pas sous mes yeux, donc je vais regarder ça tout de suite pour pouvoir vous répondre. Alors bon, je vous le disais, de mémoire, enfin pas de mémoire, mais le transfert a lieu en janvier 2017. Après, alors ce que je vous propose à ce moment-là, c'est que comme je n'ai pas le document là immédiatement, c'est de vous poster la réponse sur le forum à l'issue de la rencontre, parce que j'ai Tout à fait, avec plaisir. Je crois que je l'ai pas immédiatement sous les yeux, donc je m'excuse auprès de la personne, mais elle aura l'information d'ici une demi-heure sur le forum. Je le note tout de suite. Aucun problème, je vais remettre l'adresse du forum dans le chat et cette personne, je pourrais éventuellement saisir sa question et puis vous pourrez y répondre directement. Hop. Après, pour répondre à la personne, je pense que s'agissant du PLU, ça doit intervenir avant la date butoir. Alors, voici pour tous l'adresse du forum. Et donc, on y reviendra dans ce cadre. Comme ça vous laisse le temps, Ulrich, de chercher un peu plus la réponse. Hop. Alors, je reviens à la question précédente, puisque j'ai eu la précision entre-temps. En cas de rejet du PLUI, quand cette question doit-elle revenir au débat au sein de l'EPCI? En cas de rejet. Donc la question initiale peut-être, c'était quel délai pour les PLUI en cas d'expression de la minorité de blocage? Et on m'indique ensuite précision en cas de rejet du PLUI, quand cette question doit-elle revenir au débat au sein de l'EPCI?
Peut-être pas très clair pour Mais, vous. mais pas complètement, sachant que là c'est une délibération communale, c'est-à-dire qu'il va manifester ça. Euh, la question c'est plutôt la date de la délibération communale, et celle-ci doit intervenir avant le 27 mars, plus tard le 26 mars 2017. Mais après le PCI, alors là encore, c'est pas, je suis désolé, mais ce que je propose à cette personne, c'est de formuler entièrement cette question sur le forum et que je vais essayer de lui répondre dans ce sens-là, mais je saisis mal sa question. Je suis Aucun, désolé. aucun problème, c'est vrai que c'est pas facile sans lien direct entre vous, donc le forum permettra effectivement un échange plus direct. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui le PCI est compétent en matière de PLU? Euh, ou est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce que ce sont des communes qui sont compétentes et ce transfert est prévu? Est-ce que c'est un... Si le PLU est en cours d'élaboration, j'imagine qu'il est porté par le PCI dans ce cas-là, et elle parle de rejet. euh, Enfin, qu'est-ce qu'elle entend par la notion de rejet? C'est-à-dire que Alors si jamais j'ai si, des précisions dans les minutes à venir, je vous les je veux transmets. bien, Sinon, sinon, effectivement, on pourrait échanger sur le forum sans tout à fait, ce difficulté, sera et plus puis je facile me et connecterai, et voilà, ouais. ce sera un échange direct. Donc je précise pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, il suffit de se créer un compte gratuitement en quelques instants pour accéder au forum et pouvoir y poser vos questions. Voilà, alors quelques questions qui m'arrivent encore. Pour la suivante, quels sont les outils de mise en valeur des paysages dans les SCOT? À travers le document d'objectifs et d'orientation, à travers le rapport de présentation, c'est la quantification, l'identification des espaces et les mesures de préservation qui sont introduites, enfin qui sont plus qu'introduites, parce que quand vous êtes dans de la quantification, c'est-à-dire que nécessairement vous êtes dans de l'identification, et c'est-à-dire que ces espaces après sont, je vous le rappelle, on est dans un rapport de compatibilité pour les documents inférieurs, c'est-à-dire que quand les zonages des PLU seront élaborés, on se référera au SCOT qui aura identifié ces corridors écologiques, ces corridors de biodiversité, qui devra permettre les objectifs quantifiés qui ont été déterminés par le SCOT en matière de préservation, de développement, etc. Donc le SCOT, c'est vrai que la difficulté, on en avait déjà discuté il y a un an et demi, la difficulté c'est que entre les futurs PLU, qui vont être déjà quand même des trucs assez costauds en termes de territoire et en termes de niveau d'information, et des SCOT qui vont être des méga documents de planification, on va avoir une somme d'informations et des échelles qui vont être parfois presque discordantes. C'est-à-dire que l'échelle d'un SCOT n'est évidemment pas celle d'un PLU, sauf que quand on va être dans l'identification d'espaces, de corridors, de masse végétale environnementale à préserver, on va être quasiment à l'échelle d'un SCOT. C'est-à-dire qu'après, c'est quasiment un macro-SCOT. Mais à travers le DO, bon, à travers les objectifs du PADD hein, évidemment, mais principalement à travers le DO et le rapport de présentation, on aura ce seront les outils de préservation et de mise en valeur. Très bien. Il est 12h05, on va passer aux dernières questions maintenant. Le décret relatif aux attestations anti-pollution du sol dans les permis est-il intervenu? Pas à ma connaissance. D'accord. Si une commune a approuvé son PLU avant le 27 mars 2017, le transfert à l'Interco se fait-il quand même? Ah, si elle n'a pas, ah oui, si elle n'a pas expressément manifesté que. Alors après, il faut qu'il y ait une interco, il faut que l'interco, à un moment, saisisse officiellement les communes membres sur cette question-là. Mais euh, le principe, c'est qu'il y aura ce transfert de toute façon à compter du 27 mars 2017. Donc il faut que la commune se soit positionnée contre ce transfert. Donc à l'initiative de l'EPCI qui va solliciter les différentes communes sur cette question-là en disant est-ce que vous êtes d'accord pour qu'à partir du 27 mars 2017 je sois compétent? Alors donc les deux procédures, elles sont conjointes. C'est pas parce qu'il y a un PLU qui est en cours que ce transfert ne se fera pas. Pour autant, la situation, enfin des situations vont être assez abracadabrantesques dans la mesure où des communes se seront engagées là actuellement dans des PLU qui vont aboutir, les procédures vont aboutir en 2017, et des EPCI qui vont se positionner en même temps pour produire. Qu'il va y avoir un vide de documents de planification si c'est pas anticipé par le PCI. Donc moi, j'imagine quand même plus facilement que les EPCI aujourd'hui interrogent les différentes communes sur leur position par rapport à ça.
Merci beaucoup. Pour finir, je reviens encore une fois sur la question de tout à l'heure. J'ai eu une reprécision de la part de notre auditeur, donc on va voir si cette fois ça marche. Si l'Interco n'a pas pu prendre le PLUI car la minorité de blocage s'est exprimée, Ouais. cette question est-elle définitivement tranchée ou le débat sur le PLUI peut-il ou Ah, doit-il il être reviendra. réorganisé lors du renouvellement des conseils, par exemple? Bah, elle a, entre guillemets, elle a la réponse dans sa question, c'est qu'au renouvellement des conseils, la question sera systématiquement reposée. D'accord. C'est pour éviter la position enfin, définitive et irrévocable sur le fait que ce transfert ne pourrait plus intervenir. D'accord, très Donc bien. effectivement, la position à un instant T est celle-ci, mais après elle sera reposée régulièrement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Ulrich, pour tous ces éléments de réponse. Donc, comme nous Merci vous à vous, l'avons, et puis je vais compléter voilà. voilà, s'agissant du transfert de la compétence instruction au niveau des cartes communales, je vais poster la réponse sur le forum. Par acquis de conscience, je vérifie que le décret anti-pollution n'est pas passé, mais je dis je ne l'ai pas vu passer. Ça ne veut pas dire qu'il ne le soit pas, mais je ne crois pas. Donc je vous propose de surveiller le forum dans les 24 heures qui viennent. Et puis je vous remercie une fois de plus de votre attention. Merci également. Donc, comme Ulrich, je vous invite à vous rendre sur le forum si d'autres questions vous venaient à l'esprit dans les jours à venir. Et vous pourrez également nous y faire vos retours sur cette web conférence. Merci, un grand merci à tous et à toutes pour votre attention. Bon courage pour cette journée qui s'annonce très chaude et à très bientôt de la part de toute l'équipe VK. Au revoir. Au revoir.